retour dans l'Africa Newsroom. Nos éditorialistes Jean-Marie Nourdini et Alfred sont toujours avec nous. Au Ghana, 22 magistrats accusés de corruption ont été suspendus. Ils ont été pris en flagrant délit et filmés par un journaliste alors qu'ils étaient en train de recevoir des pots de vin. Pour le moment, la vidéo n'a pas été diffusée, mais le journaliste a révélé le scandale via son magazine et a même interpellé directement le président et sa ministre de la Justice, Idlet Mirabel-Bissou. Les autorités ghanéennes enquêtent sur 34 juges pour corruption et extorsion de fonds dans le plus grand scandale de corruption qui ait jamais frappé le système judiciaire du Ghana depuis des décennies. 12 hauts magistrats et 22 juges ont été filmés par un journaliste d'investigation et ce dernier a par la suite publié l'enregistrement aux autorités et a demandé de démettre ces fonctionnaires de leurs fonctions. Sur le papier, les conditions de travail des juges peuvent sembler attrayantes, mais ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous payez un juge de la haute cour, disons 7 000 cedi, soit 1 700 $ par mois, lorsque leur jugement porte sur des montants colossaux, c'est comme des banquiers qui payent grassement leur personnel. Le Conseil de la magistrature du Ghana, dirigé par le juge Jordi Naoud, a suspendu les 22 magistrats impliqués dans la vidéo. 14 d'entre eux ont fait appel de la décision devant la Cour suprême, affirmant qu'elle était contraire à la loi et à la procédure. Le Conseil a également mis en examen les 12 juges de la Haute Cour en vue de plancher sur une éventuelle destitution. Ceci est un appel lancé pour mettre en œuvre le plus rapidement possible cet aspect de la lutte contre la corruption à l'échelle nationale. Cela nécessite une réorganisation de certaines de nos institutions étatiques qui ont été identifiées comme sujettes à la corruption. Ce cas de corruption intervient au moment où le Ghana se trouve aux prises avec un ralentissement de la croissance et des pannes récurrentes d'électricité qui ont provoqué le courroux des électeurs et porté atteinte aux entreprises. Le Ghana est classé 61e pays corrompu sur 175 par Transparency International. Jean-Marie, c'est plusieurs dizaines de juges qui acceptent des pots de vin et de façon régulière, ça remet en cause tout le système judiciaire du Ghana. Je vais vous dire une chose, Amira, c'est-à-dire on a souvent parlé de corruption sur ce plateau et je dis souvent la chose suivante. C'est que dans nos États africains, nous avons besoin de nous développer. Pour moi, la corruption, si vous voulez, c'est un crime contre le développement. Dans nos États africains, si on suit uniquement l'actualité, on va se dire que c'est un épiphénomène. Ce n'est pas un épiphénomène. Dans nos États, si vous voulez, c'est un problème qui est récurrent. Donc, il faudrait que les gens qui sont en place, qui ont une parcelle de pouvoir qui leur a été déléguée, soit de manière directe ou de manière indirecte, s'aperçoivent que pour que nous puissions nous développer en Afrique, il est nécessaire et essentiel, c'est-à-dire de limiter le reste de la corruption qui est dévastateur dans nos sociétés. Ça voudrait dire quoi? Quand vous détournez de l'argent, c'est l'argent qui peut aller au développement, vous empêchez la construction des écoles. Pour un individu tout seul, et d'autant plus que chez nous en Afrique, que ce soit un chef d'entreprise, je comprendrais, ça se passe dans le privé, mais c'est l'argent public, c'est-à-dire de tous les Africains, si je prends les États séparément. Ça voudrait dire que, là, on nous parle du Ghana. Le Ghana, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'argent des impôts des Ghanéens, si vous voulez, il est détourné, et l'argent qui devait servir à construire les hôpitaux, les écoles, à construire, si vous voulez, des stades, on parlait de sport là tout à l'heure, pour faire briller le pays à l'extérieur, vous avez des individus qui se prennent cet argent-là, ils privatisent le bien collectif, parce que cet argent-là, c'est un bien collectif, il sort des finances publiques et on le privatise, et il est tout à fait logique que ces individus-là soient sanctionnés de manière claire et nette, parce que pour moi, ça constitue un crime contre le développement. Alors Alfred, peut-être revenir sur l'événement quand même assez étonnant, voire original, un journaliste qui a filmé directement ces juges en train de recevoir des pots de vin, et ce même journaliste qui a interpellé directement le président, c'est une grande première quand même. Oui, c'est une grande première, et puis pour qu'il ait été là au bon moment et au bon endroit pour filmer ces juges-là, il faut qu'il ait eu quand même des tuyaux, qu'il y a des choses pas très nettes qui se passent au sein de l'appareil judiciaire ghanéen. Et donc là, effectivement, c'est problématique. Mais je pense au fond que là, il n'a fait que mettre le doigt sur une institution qui est censée rendre la justice, briller par son impartialité. Or, en mettant le doigt là-dessus, montre effectivement que c'est une institution qui fait faillite. Sur 122 juges, c'est rien par rapport à l'ensemble de l'appareil. Si on étendait ces genres d'enquêtes au niveau de la douane, de la passation des marchés publics, etc., on verrait effectivement qu'une bonne partie des recettes du budget de l'État est engloutie de cette manière-là.
Mais ce n'est pas que le Ghana qui est dans cette situation-là. On peut aller dans tous les autres pays africains. Aller en RD Congo, vous verrez la corruptibilité des juges, c'est effarant. Et puis vous ajoutez les policiers, vous ajoutez tous ces corps-là, vous vous apercevez effectivement qu'il y a encore du chemin, beaucoup de chemin à faire sur cette question-là. En réalité, en Europe, aux États-Unis, la corruption existe, mais les gens le font avec intelligence. Là, c'est vraiment... c'est grossier. Voilà, pour faire court. Et en Sierra Leone, le scénario se répète alors que le pays s'acheminait vers une éradication du virus Ebola sur son territoire. Un nouveau décès a été enregistré. 700 personnes ont été placées en quarantaine. Graziella Giaconte. On le croyait disparu et le voilà qui refait surface. Un nouveau décès lié au virus Ebola a été enregistré dans le nord de la Sierra Leone ce lundi. Conséquence, près de 700 personnes dont les proches de la victime ont été placées en quarantaine. Les autorités espèrent ainsi empêcher toute nouvelle propagation du virus. Plus de 680 habitants du village de Roburé se trouvent désormais sous quarantaine pendant 21 jours. C'est un coup de semonce. Cela montre qu'Ebola est toujours présent dans le pays. Pas question donc de lâcher du lest. La vigilance est de nouveau de mise à travers le pays et les campagnes de sensibilisation s'intensifient. Mon objectif est d'amener les gens à connaître la maladie. Les personnes doivent comprendre que dès que quelqu'un présente les symptômes, fièvre, maux de tête, maux de gorge, diarrhée, il doit se présenter immédiatement à l'hôpital. Et une personne morte du virus Ebola est encore plus contagieuse que de son vivant. Si la Sierra Leone ne semble plus épargnée, le Libéria, lui, ne compte plus aucun cas d'Ebola. De son côté, la Guinée a atteint son 13e jour son nouveau cas. Plus que quelques semaines supplémentaires sans cas confirmés et le pays sera tiré d'affaire. Mais pour l'heure, la prudence reste de mise. Alors, rappelons-le, Alfred, il y a 2 foyers de contamination aujourd'hui en Sierra Leone, puisqu'il y a une femme, rappelons-le, à la fin du mois d'août, qui est décédée du virus. Ça fait beaucoup pour un pays qui se croyait débarrassé d'Ebola. Je pense surtout, Amiras, ça rappelle au principe de précaution et de prophylaxie continue. C'est-à-dire que on ne peut pas arrêter les efforts quand, au bout d'un certain nombre de jours, on ne constate plus des cas. De temps en temps, il y aura comme ça des cas qui vont être signalés. Ça signifie effectivement qu'au niveau, c'est un problème sanitaire majeur qui a perturbé ce pays, mais tous les 3 pays qu'on a cités ici, le Libéria, la Guinée, Conakry et puis la Sierra Leone, je pense qu'il faut continuer à être vigilant, continuer à maintenir ces moyens de prophylaxie pour éviter justement la résurgence de la maladie. Alors, Jean-Marie, il faut le rappeler, c'est comme si on avait un peu oublié, mais le Nigeria aussi à un moment a été touché par cette épidémie. Le Nigeria qui a vite éradiqué le virus. Aujourd'hui, le Libéria est en train de vérifier justement s'il n'y a pas de nouveaux cas détectés. On l'a vu, la Sierra Leone nous connaît la situation, 2 cas. En Guinée, seulement 13 jours sans cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle lecture on peut faire de ces conclusions? Que la première puissance économique, grâce à son argent, a réussi à éradiquer l'épidémie? Je ne sais pas, c'est parce que le mouvement a été contenu dès le départ aussi. Parce que le fait que le Nigeria, si vous voulez, ait agi, c'est-à-dire de manière très très rapide, ça a évité la propagation, si vous voulez, de la maladie. De la part des autorités sanitaires nigérianes. Exactement, plus de réactivité, c'est-à-dire bon, on a mis les moyens qu'il fallait mettre en place, c'est-à-dire pour venir à bout de la maladie. Donc à partir de là, je pense, comme disait Alfred, il faut garder, si vous voulez, ce rôle de vigie là et que l'État intensifie, si vous voulez, qu'il ne relâche surtout pas, parce que chez nous en Afrique, on croit que bon, une fois qu'une maladie est partie, elle est partie pour toujours. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire maintenant, si vous ne mettez pas en place un système de vigie qui permet, si vous voulez, de garder les gens en alerte, de manière en sorte que toutes les périodes d'incubation, les constats qu'on peut faire, si vous voulez, au niveau médical, que tout le monde, si vous voulez, en soit conscient. Et c'est à travers ça que vous évitez la propagation, si vous voulez, de l'épidémie que nous avons connue, qui a fait pratiquement 15 000 morts, si vous voulez, dans les 3 pays. Donc je pense que le Nigeria a eu la bonne réaction. Bon, je pense maintenant que les 3 pays dont on a parlé tout à l'heure là, sont déjà au fait, c'est-à-dire, et de la gravité de la maladie. Donc je pense que cette vigilance ne sera pas relâchée et qu'on essaie
de la poursuivre. Cette éducation-là, si vous voulez, sanitaire des populations, elle est importante chez nous, dans la mesure où déjà les conditions de vie elles-mêmes ne sont pas terribles, les conditions d'hygiène ne sont pas terribles, donc la seule manière de s'en sortir, si vous voulez, pour nous les pays africains, quand on a un cas comme celui-là, c'est vraiment que l'État prenne ça à bras le corps pour essayer d'informer la population de manière continue et constante, de manière en sorte qu'on puisse éviter ce qu'on a connu, si vous voulez, la catastrophe. Oui. Nordine ? Oui, je peux placer bien sûr un mot là-dessus parce qu'on était même, nous, dans le domaine du sport, on était concernés parce que c'était, au lieu de parler de la Coupe d'Afrique Orange, il y avait un invité qui s'appelle Ebola qui nous a carrément perturbés et nous a carrément délocalisé la Coupe d'Afrique, normalement qui devrait être au Maroc, comme vous le savez. Bon, j'ai pas dit que la Guinée équatoriale a vraiment réussi sa Coupe d'Afrique malgré tous les problèmes. Je pense qu'il y a quand même, malgré ces cas qui sont, on va dire, des poches de résistance qui sont toujours à chaque fois quand il y a... Exactement, quand vous éteignez un feu, il faut aller parfois chercher carrément l'origine parce qu'il y a toujours peut-être une poche qui est en train de naître ou bien d'être activée quelque part. Jean-Marie a évoqué beaucoup de critères qu'on n'a pas en Afrique malheureusement pour l'éradication, mais Amira, il ne faut pas oublier que les 3 pays, qu'on le sait, les Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, malheureusement, c'était le fièvre, mais il y avait au moins 7 à 8 pays qui étaient touchés respectivement. On a essayé d'éradiquer le Nigeria parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. Autre, le Mali, même le Mali a été touché à un certain moment. Le Sénégal, il y a eu un cas. Oui, non, mais il y a, je pense, 8 ou 9 pays qui étaient touchés. Les pays, malheureusement, meurtris, c'est les 3 grands pays. Mais vous savez, quand vous avez, comme on vient de le citer, entre 11 à 15 000 morts, c'est pas facile de gérer l'éradication de la maladie. Hein. Alfred, il y a eu un manque de réactivité et peut-être aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus parler de manque de réactivité aujourd'hui, puisqu'on est dans le feu de l'action, on est dans le vif de la situation, peut-être des carences au niveau des campagnes de sensibilisation ? Je pense qu'au moment où Ebola émerge dans les 3 pays, et oui, où la communauté internationale réagit, il s'est passé pas mal de temps parce que personne n'avait pris au sérieux justement ce phénomène-là. Et le temps de se rendre compte, effectivement, il y avait déjà des morts, il y avait propagation, il y avait extension, que donc aujourd'hui, je pense que les États sont prévenus, qu'ils ne laisseront plus se multiplier ces cas-là. C'est d'où la réactivité, justement, de la Sierra Leone. Merci, Alfred. Rien. Merci à vous, Jean-Marie. Merci, Amira, et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous, Nordine. Merci. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa News On, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle édition, toujours avec notre dossier consacré à l'athlétisme sur le continent africain. À très vite.